Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce Rookscast numéro 25. Et aujourd'hui, on va parler endurance et notamment endurance en course à pied. Imaginez un coureur qui franchit la ligne de départ de l'UTMB, cet ultra trail du Mont Blanc, purée, dont on a entendu de plus en plus parler les dernières années. Et qu'est-ce que c'est cette UTMB? Cette UTMB, c'est 170 bornes de course à pied avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Oui, 10 km de dénivelé positif. Et pour les meilleurs, moins de 20 heures de course. Et pour les petits derniers, malheureusement, mais plus de 40 heures de course qui les attendent. Pendant la nuit, pendant la journée, avec des montées interminables et des descentes qui vous détruisent les papates, de la fatigue accumulée, des douleurs à droite, à gauche et dans tous les sens. Et pourtant, ils continuent tous, un pas après l'autre. Et est-ce que c'est pas ça l'endurance? Est-ce que c'est pas ça la plus belle endurance? Parce que l'endurance, c'est pas juste un défi physique, c'est aussi, dans ces cas-là, une bataille psychologique, métabolique et mentale. Parce que c'est votre corps qui apprend à économiser l'énergie, à brûler les graisses efficacement, à recycler les déchets, à résister à la fatigue pendant des durées qui semblent surhumaines. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À travers le trail et l'ultra trail et aussi à travers la course de fond sur route, qui sont deux domaines très similaires, mais pourtant qui peuvent être quelque peu différents au final. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? On va voir un petit peu les systèmes énergétiques de l'endurance qui sont bien différents de ce qu'on a pu voir précédemment avec l'hypertrophie et le travail de force. On va voir les adaptations physiologiques qui sont mises en place, tout ce qui est VO2 max, seuil lactique, les économies de course, tout ce qu'on a pu entendre parler à droite, à gauche. On va faire un petit résumé. On va aussi aborder, comme dans les podcasts précédents, quelques principes d'entraînement, que ce soit pour le volume, pour l'intensité ou surtout pour la spécificité vis-à-vis du sport, de cette activité. Et bien évidemment, la bouffe, parce qu'on aime toujours ça ici, la bouffe spécifique avant, pendant et après l'effort. Oui, parce que dans ces cas-là, il faut manger pendant. Comment on peut gérer l'ultra-distance et aussi les aspects mentaux de cette endurance extrême, à quel point le mental va venir impacter le physique et permettre de terminer ces courses surhumaines. Ok? Alors que vous soyez trailer, marathonien, coureur de fond ou juste fasciné par ces exploits ou un petit peu curieux, on espère que ce petit podcast va répondre à toutes vos questions. Ok? Primo, les bases de l'endurance. Comprendre l'endurance, ça nécessite de comprendre aussi comment votre corps produit de l'énergie sur la durée. Et pour ça, on a 3 systèmes énergétiques qui sont là pour produire de l'ATP. C'est la molécule de l'énergie de l'adénosine triphosphate, si vous vous souvenez de vos cours de SVT, les collèges-lycées. Premier, le système ATP-CP. C'est la phosphocréatine, on en a parlé dans le podcast précédent, pour le travail de force. La durée de ce système, c'est de 0 à 10 secondes. La puissance, elle est maximale. Par contre, ça fonctionne sans oxygène. Et c'est donc anaérobie. C'est utile dans le cas d'un sprint court, d'un saut, etc. Mais c'est pas du tout pertinent forcément pour l'endurance puisque ça dure 10 secondes au max. Deuxièmement, on a le système glycolytique. Ça, c'est le système anaérobie lactique. Au niveau durée, on sera juste après, donc à partir de 10 secondes jusqu'à 2-3 minutes, et on aura une puissance relativement élevée. C'est également un système qui fonctionne sans oxygène, mais qui va venir produire du lactate derrière. C'est ce qui va servir pour le 400 mètres, pour le 800 mètres par exemple. Et il est partiellement pertinent pour l'endurance, c'est-à-dire qu'on va s'en servir pour les montées courtes et raides en trail ou pour le sprint final à la fin, pour ceux qui ont encore du jus. Et c'est là où le mental intervient aussi. Et le troisième système, c'est le système oxydatif. Et là, forcément, c'est le dernier, donc il va durer de 2 à 3 minutes à plusieurs heures, plusieurs jours. La puissance derrière, elle sera modérée, mais elle sera durable. Et c'est un système qui fonctionne avec l'oxygène, qui utilise glucides et lipides. Et le « et », il est en majuscule. C'est le système de l'endurance à proprement parler. En trail, en marathon, en ultra, on va fonctionner principalement à 70-95% en système aérobie, comme vous pouvez vous en douter, et surtout le constater après ce qu'on vient de dire. Donc premier, le système aérobie, les glucides vs les lipides. En endurance, on a 2 carburants principaux. On a les glucides, ça c'est bien connu, c'est ceux qui sont stockés sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie. Mais les réserves, elles sont limitées. On a à peu près 500 grammes, ce qui équivaut à 2000 kcal. C'est pas énorme. Le rendement énergétique, par contre, il est élevé, puisque c'est rapide. Et c'est utilisé préférentiellement à intensité modérée à élevée. Voilà, ça c'est pour les glucides. Et ensuite, on a nos petits copains, les lipides. Eux, ils sont stockés sous forme de triglycérides. Grosso modo, c'est le tissu adipeux. On résume encore une fois. Les réserves sont quasi illimitées, parce que même une personne relativement mince a à peu près 50 000 cal en réserve. C'est une fourchette, on est bien d'accord. C'est juste à titre indicatif. Le rendement énergétique, par contre, il est faible, il est lent.
et c'est utilisé préférentiellement à faible intensité. Et le concept clé, ça va être ce crossover point. À basse intensité, quand on marche, quand on fait un jogging léger, on brûle principalement les graisses, de l'ordre de 60 à 70%. Et à mesure que l'intensité va augmenter, et vous vous doutez, la proportion de glucides, elle va devoir augmenter. Ce qui veut dire qu'au-dessus de 65, allez, 75% de la VO2 max, en fonction de l'entraînement, vous allez brûler plus de glucides. Et le problème, c'est qu'en ultra trail ou en marathon, si vous allez trop vite, vous brûlez trop de glucides et vous allez vider vos réserves en 1h30, 2 heures. Et ça, c'est un petit peu le mur du marathon. La panne sèche, il n'y a plus d'énergie. La solution, c'est quoi ? C'est que l'entraînement va améliorer votre capacité à utiliser les graisses à une intensité un peu plus élevée en économisant nos précieux petits glucides. Et pour ça, on va voir les 3 piliers de la performance en endurance. Première chose, vous avez sans doute entendu parler de ça, ou alors c'est sur votre Garmin, c'est la VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène que votre corps peut utiliser par minute. Elle est mesurée en millilitres par kilo par minute. Chez une personne sédentaire, on sera sur du 35-40. Chez un coureur amateur, on sera sur un 50-60. Et sur un coureur élite, on sera à 70-85 et plus. Et votre VO2 max, elle dépend de quoi ? Première chose, la capacité cardiaque, c'est-à-dire le volume d'éjection systolique, c'est ce que votre corps peut pomper, grosso modo. Deuxièmement, on a la capacité pulmonaire, c'est-à-dire les échanges gazeux. Comment votre corps peut pomper l'oxygène dans l'air et le balancer dans le corps, en résumé. Ensuite, on a la densité capillaire musculaire. Plus votre corps peut échanger d'oxygène entre le sang et les muscles, plus il va avoir de capacité. Et ensuite, on a la densité mitochondriale. Les mitochondries, c'est des petits appareils fantastiques, merveilleux, qui nous permettent de gérer tout ce qui est énergie, VO2, etc. Grosso modo, imaginez que c'est des petits processeurs qui gèrent énormément de choses et qui sont capables aussi de faire énormément de choses. Et ensuite, en dernier point, et c'est comme pour l'hypertrophie et la force, il y a la génétique, et il y a 40-50% qui sont déterminés génétiquement. Ça, c'est le petit problème. Deuxième chose, on a le seuil lactique, donc le seuil anaérobie. C'est l'intensité au-delà de laquelle le lactate va s'accumuler plus vite qu'il n'est éliminé. Et généralement autour de 80-90% de la VO2 max chez les personnes entraînées. Ça va déterminer l'allure que vous pouvez maintenir le plus longtemps possible. Et c'est un seuil qui est hautement entraînable. On peut passer de 70 à 90% de la VO2 max. Un coureur avec une VO2 max à 60 mais un seuil à 90%, battra un coureur avec une VO2 max à 70 mais avec un seuil à 75. Ok ? Vous commencez à me suivre ? Troisième point, ça va être l'économie de course, c'est-à-dire la quantité d'oxygène qui est nécessaire pour courir à une vitesse donnée. Un coureur économe va consommer moins d'oxygène qu'un coureur dispendieux à la même vitesse. Et donc ça va dépendre de la technique, de la biomécanique, de la rigidité tendineuse, du poids, de la fatigue et de plein d'autres paramètres. Si vous voulez une métaphore, grosso modo, vous allez avoir 2 voitures, même moteur, même vitesse, mais il y en a une qui consomme 6 litres au 100 et l'autre 8 litres au 100. L'économie qui ira plus loin avec le même réservoir, c'est tout simple. Après, l'importance va être relative en fonction des distances. Pour un 10 km, la VO2 max va être très important puisque l'effort va être proche du max. On est sur un seuil important et l'économie, elle va être modérée. C'est un effort qui est, relativement court par rapport à l'ultra. Tout est question de comparaison. Pour un semi, la VO2 elle sera importante. Le seuil sera important et l'économie sera importante. Pour un marathon, le seuil sera très important. L'économie également sera très importante et la VO2, par contre, elle sera modérément importante. Okay. Et pour l'ultra, là forcément c'est l'économie qui va être cruciale, la capacité à utiliser les graisses et la VO2 max, elle sera moins importante parce qu'on va chercher une résistance musculaire et mentale en premier lieu. Okay. Au niveau des principes d'entraînement d'endurance maintenant, ça va obéir à quelques principes spécifiques qui vont différer, comme on l'a dit, radicalement de la force et de l'hypertrophie. Le premier, ça va être le volume. En endurance, le volume d'entraînement, donc c'est le nombre de kilomètres parcourus, ça va être le facteur numéro 1 de votre progression, mine de rien. Un volume hebdomadaire typique, pour un débutant, ça va être 20 à 30 km par semaine, okay, pour quelqu'un qui cherche à faire un 10 bornes. Pour un coureur de semi, on va chercher un volume plus important, quasiment le double, 40-60. Un marathonien, encore un peu plus, et un ultra-trailer, là on va chercher les 100 bornes par semaine. Okay. La règle d'or, encore une fois, ça va être d'augmenter progressivement. Comme on l'a déjà dit précédemment dans un podcast, c'est max 10% de plus par semaine pour éviter les blessures. Encore une fois. Parce que sinon, vous allez juste perdre du temps. Deuxième point, deuxième principe, ça va être la pyramide d'intensité, à savoir la polarisation. En endurance, l'erreur numéro 1, c'est de courir trop dur les jours faciles et trop facile les jours durs.
On va chercher au contraire une répartition optimale des zones d'intensité, avec une zone 1 qui sera la faible intensité, où on est en dessous des 75% de la fréquence cardiaque max, et ça va concerner 70 à 80% du volume. Ça, c'est ce qui concerne l'endurance fondamentale. C'est la vitesse à laquelle vous pouvez parler, la conversational pace, grosso modo. Ça va vous permettre de développer une base aérobie, de développer l'utilisation des graisses et la densité mitochondriale, nos fameux petits processeurs qui servent à tout et qui sont fantastiques et qu'il nous faut clairement pour développer l'endurance. Et c'est aussi une manière de courir, d'avoir une récupération active, cette zone 1. En zone 2, on sera sur une intensité modérée, de l'ordre de 75 à 85% de la fréquence cardiaque max, et ça concernera 5 à 10% du volume d'entraînement. C'est la zone grise, c'est un peu la zone à minimiser. C'est trop dur pour être de la récup, c'est trop facile pour être un stimulus fort, et on va juste accumuler de la fatigue sans grand bénéfice. Ok. La zone 3, ça va être de la haute intensité. Là, on sera au-delà des 85% de la fréquence cardiaque max, et ça concernera 15 à 20% du volume. On va travailler au seuil, en tempo, en intervalle, et ça va nous permettre d'améliorer la VO2 max, le seuil lactique et la vitesse. C'est une zone qui est relativement exigeante et qui nécessite une bonne récupération derrière. Comme vous avez pu le constater, on a réparti les zones en 3. Vous pouvez avoir des études ou des graphiques qui vont les répartir en 5, en 10, en 8, peu importe. Ici, le but, encore une fois, à travers ces podcasts, c'est de vulgariser la chose. Donc il y en a la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Plus simple à comprendre et aussi peut-être plus simple à mettre en place accessoirement. On a parlé du concept de polarisation. C'est qu'on va chercher beaucoup de facilité, un peu de très dur et on va éviter le moyennement dur. Et pourtant, on a beaucoup de coureurs amateurs qui vont venir faire l'inverse, qui vont toujours être en zone 2-3, mais jamais vraiment dans une zone facile, jamais vraiment dure. Ok, le résultat, c'est une fatigue chronique, une stagnation et potentiellement des petites blessures qu'on cherche encore une fois à éviter. Principe numéro 3, ça va être la spécificité du terrain et de la distance. Parce que comme on l'a dit, le trail, l'ultra trail, généralement, c'est pas tellement sur la route, c'est plutôt dans la forêt. Donc pour ce type d'activité, on va s'entraîner sur le terrain adéquat, avec des montées, des descentes, du travail de technique. On va pratiquer le dénivelé positif et surtout, celui qui est fortement négligé, c'est notre fameux dénivelé négatif. On va faire des sorties longues avec un dénivelé important, travailler la marche rapide en montée, parce qu'on va marcher en montée, et la technique de descente, puisque le freinage excentrique est très intense au fur et à mesure des dizaines de bornes qui sont accumulées. Alors que pour le marathon sur route, forcément on va s'entraîner sur route et on va travailler l'allure cible et le maintien de cette allure. Et faire des sorties à cette allure marathon, avec moins de dénivelé forcément. Et pour l'ultra, pour le roi, ce sera des sorties très longues, de 5 à 8 heures, etc. De travailler la nutrition pendant l'effort, puisqu'on ne se pointe jamais sur une course sans avoir testé ses gels. Et on va aussi tester tout son matériel, par exemple courir de nuit avec sa frontale, etc. etc. Mais ça, j'ai pas forcément besoin de vous l'apprendre. Principe numéro 4, ça va être différents types de séances. On a l'endurance fondamentale, le F, dont on a fortement entendu parler et qu'encore une fois qui s'est plébiscité les dernières années dans le monde de la course. C'est, comme on l'a dit, 70 à 80% du volume. Et on va chercher une allure confortable, la conversational pace, pour développer la base aérobie. La sortie longue, ce sera généralement une fois par semaine, avec 20 à 30% de votre volume hebdomadaire en une sortie. Si vous avez 80 km par semaine, votre sortie longue, elle fera 20 à 25 bornes. Tranquille, quoi. Et pour les ultra-trailers, on va chercher plutôt quelque chose au niveau du temps, potentiellement, avec des sorties de 5 à 8 heures. Grosso modo, c'est la petite journée qui est passée, quoi. Ou la matinée si on se lève tôt. On va aussi travailler le seuil, le tempo. On va avoir une allure confortablement inconfortable, soutenable pendant 30 à 60 minutes, donc de l'ordre de 85 à 90% de la fréquence cardiaque max, ce qui va nous permettre, encore une fois, d'améliorer le seuil lactique. L'exemple simple, ce sera un 3x10 à allure seuil, avec une récup de 3 minutes. Encore une fois, ça reste que des exemples. Et qu'est-ce qu'on va chercher encore? On va travailler les intervalles de VO2 max. Là, on va travailler de manière très intense, à 95 à 100% de la fréquence cardiaque max. Donc ce seront des intervalles qui seront très courts, de 3 à 5 minutes, avec une récupération incomplète. Encore une fois, le but, ça va être d'améliorer notre VO2 max. Et si vous voulez un exemple, ça va être un 6x800 en rapide, avec une récup de 90 secondes en jogging. Grosso modo, c'est du fractionné. Et on n'oublie pas un truc important dans la course à pied qui est forcément mis de côté, c'est le fartlek. C'est juste que vous allez sortir, courir, pour courir, parce que c'est quelque chose que vous aimez à la base. Et que ça, à force de s'entraîner, on commence à l'oublier. Donc c'est juste sortir de manière ludique, 1 heure. Si vous avez envie d'accélérer, vous accélérez tranquillement. Ok ? On a aussi, encore une fois, les courses de côte.
Le travail en côte pour monter, pour faire développer l'explosivité. Des montées courtes de 20 à 60 secondes, très rapides, pour permettre un développement de la puissance musculaire, de l'explosivité, et à savoir que c'est utile même en endurance, parce que ça nous permet de travailler la résistance aussi en fin de course. Le principe numéro 5, ce sera la périodisation. L'entraînement, il doit être structuré en cycles qui vont construire progressivement la forme. On va commencer par un macrocycle typique pour un marathon, donc à savoir sur 15 à 20 semaines. On va commencer avec une première phase de base qui durera un mois et demi, donc 4 à 6 semaines. Dans cette phase, on va chercher une augmentation progressive du volume, donc principalement en endurance fondamentale, comme on a pu le voir précédemment, où on aura néanmoins quelques séances au seuil, et aussi des séances de renforcement musculaire en accessoires pour mettre en place une base solide. Dans la deuxième phase, on va avoir de la construction, donc c'est là où on va vraiment développer les éléments, et donc cette phase va être forcément plus longue, et elle va nécessiter cette longueur. On sera sur 1 mois et demi à 2 mois, donc 6 à 8 semaines, où le volume se sera stabilisé, ou légèrement augmenté, mais néanmoins c'est surtout l'introduction d'intervalles en VO2 max qu'on va chercher, et des sorties longues qui seront de plus en plus longues forcément, et surtout des séances qui seront spécifiques à l'allure marathon. Ensuite, pour la troisième phase, là on va passer sur l'affûtage, donc une phase qui sera plus courte, de 2 à 3 semaines, avec un volume plus réduit, donc moins 30 à moins 50% de ce qu'on avait connu précédemment, où l'intensité sera maintenue, mais on va chercher une récupération maximale pour être frais le jour J. Et la phase 4, ce sera forcément la récupération post-course, donc là 2 à 4 semaines, pour avoir un repos plus actif avec un volume très faible et surtout une reconstruction progressive. Pour un ultra trail, par contre, le macrocycle est souvent de 20 à 30 semaines, avec une emphase qui sera encore plus grande sur le volume et surtout sur les sorties ultra longues. Ensuite, principe numéro 6, ça va être le renforcement musculaire. On en a parlé dans la phase 1 de base pour le macrocycle. L'endurance ne dispense pas d'un travail de renfort à côté. Tout simplement parce que les bénéfices, ça va être une prévention des blessures, ça va être une meilleure économie de course, une puissance en montée, ça va être la résistance en descente, etc., etc. Le travail recommandé, généralement, on va partir sur 2 séances par semaine, avec un focus sur forcément tout ce qui est jambes, donc fessiers, quadris, mollets, ischios, mais aussi sur un travail de corps, de gainage entre guillemets en français. Et les exercices vont être simples. On va pas chercher midi à 14h, on va conserver des squats, des fentes, donc du gainage, des pointes de pied, du pont fessier, etc. Si jamais, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Ruxflow pour avoir quelques idées, quelques programmations d'entraînement. On va travailler généralement au poids de corps avec des charges légères ou des petits élastiques et des petits poids pour que ce soit réalisable facilement. Et on va surtout éviter une fatigue excessive parce que ça ne doit pas compromettre vos courses. Ok. Principe numéro 7, il est souvent mis de côté chez les amateurs, ça va être la récupération active. Parce qu'entre les séances où on se met dans le dur, on va chercher une récupération active avec un jogging léger, du vélo, de la natation, ou juste aller marcher tout simplement. On ne cherche pas à rester complètement inactif, sauf si on est blessé forcément, mais au contraire à avoir une récupération active, à avoir un travail de fond qui sera parfois bien plus intéressant que de retourner sans qu'il y ait une séance où on va finir dans le rouge et on risque par ailleurs de se blesser parce qu'on était déjà KO auparavant. On a parlé du fond, on a parlé un petit peu de l'ultra, mais il faut savoir que tout ce qui est trail et ultra endurance, il y a quelques spécificités. Primo, c'est simple, mais le dénivelé, la dimension verticale de la chose apporte quelques petites modifications. Déjà au niveau de l'impact physiologique, la montée, ça va être un travail concentrique intense. On va avoir une conso d'oxygène qui sera bien plus élevée, la fréquence cardiaque qui va, pour ceux qui ont déjà essayé, bien monter, et ça va aussi nécessiter une combustion des glucides plus importante. A l'inverse, dans la descente, on va avoir un travail excentrique qui sera relativement destructeur, parce qu'on n'enchaîne pas ça pendant quelques mètres seulement. Donc les dommages musculaires vont être plus importants, et généralement c'est courbature garantie dès le départ. Donc derrière, il va falloir adapter forcément la stratégie d'entraînement et pratiquer régulièrement le dénivelé parce qu'il faut s'y habituer. Les montées, on va travailler en marche rapide, en power hiking, on va économiser les glucides par rapport à la course. Et en descente, on va travailler la technique, donc comment poser le pied, comment freiner de manière contrôlée et travailler le renfort de manière excentrique en spécifique. Pour la descente, quelques exos comme ça à la volée, ça va juste être de descendre, de faire des descentes longues en entraînement, de faire des squats en excentrique, de faire de la descente de marche, de faire des sauts en contrebas avec une réception contrôlée depuis une box. Ça, c'est pour ceux qui ont accès à ce matériel dans une salle de crossfit ou les salles commerciales si il y a une box, point. Et des fentes en excentrique, etc. Des fentes surélevées, par exemple, ça peut être intéressant.
avec un déficit. Pour l'aspect technique, contrairement à la route, le trail, encore une fois, va demander une technique de pied plus intéressante. Le placement précis par rapport aux pierres, par rapport aux racines, donc tout simplement une adaptation par rapport au terrain qui va changer très rapidement, et surtout en descente, où il faut être en équilibre, où il faut gérer sa proprio pour être à l'aise et pas finir dans le ravin à côté et perdre ses places. Et ça, encore une fois, ça s'entraîne sur sur des sentiers qu'on va varier. Ça, c'est pour le trail et l'ultra. Et en spécifique pour l'ultra, quand l'effort dure 10, 20, 40 heures, c'est encore différent. Au niveau de la physiologie de l'ultra, l'intensité, elle devient relativement faible. On va être sur 50, 70% de la VO2 max. Mais de l'autre côté, on va avoir une utilisation massive des graisses. Donc un épuisement glycogénique, malgré la nutrition qu'on apporte régulièrement. Ce qui est derrière, forcément, il y a toute une suite. On va avoir une dégradation musculaire avec le catabolisme et une fatigue au niveau nerveux qui va s'accumuler. Parce qu'on a aussi une privation de sommeil sur les ultras très longs. Vous n'avez pas la récup de vos 8 heures, puisque le but c'est d'arriver en prums. Donc au niveau des adaptations d'entraînement, encore une fois, il y a des mises en place à faire. Donc les sorties vont être ultra longues, entre guillemets, 6 à 10 heures, voire même plus. Et on va pratiquer sur du train low, sur du compete height. Donc on va s'entraîner parfois à jeun, avec une restriction glucidique, avec peu de sommeil pour forcer l'adaptation lipidique, pour s'entraîner à un effort, pour s'entraîner aux conditions réelles. La nutrition aussi, pendant l'effort, il va falloir la gérer et il faut surtout la pratiquer sur des efforts très longs, puisqu'on sait bien que manger sur 2, 3, 4 heures, c'est complètement différent que de manger au bout de 6 heures, 10 heures de course. Parfois, l'estomac, il veut juste plus rien prendre. Et c'est là où il faut travailler ses gels, il faut voir ce qu'on peut prendre pour être habitué et être le plus à même de réussir sa course le jour J. Gérer aussi tout ce qui est marche, tout ce qui est course, et voir que parfois, ce qu'on avait en tête en théorie, on a du mal tout simplement à l'appliquer en pratique quand on est dans le dur. Et tout ça, ça nous permet aussi de travailler le mental, où on va apprendre à gérer des phases difficiles en dehors de la course, en dehors du jour J, pour être le plus à même de savoir les gérer, de se connaître finalement, quand on a, allez, combien 60, 100 bornes dans les pattes, au bas mot. Et tout ça, la gestion de course en ultra, ça s'apprend. Au début, on va avoir une retenue absolue, donc l'allure doit être strictement facile, on va être tenté d'aller plus vite et il faut résister. Au milieu de l'ultra, ça va être la gestion de la bouffe, de l'hydratation, où on a les petites douleurs qui apparaissent, et donc adapter l'allure en fonction du ressenti. Et à la fin, c'est généralement surtout le mental. On accepte l'inconfort et puis c'est juste un pas après l'autre et on avance petit à petit vers la maison, comme dirait Mike Horn. Voilà. Les ravitaux sont critiques en ultra, c'est un élément qu'on n'a pas abordé spécifiquement, mais il faut planifier, encore une fois, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire à chaque point. Et ça peut varier en fonction des différents ravitaux, varier le sucré salé, le solide, le liquide, surtout le liquide au bout d'un certain temps, parce que parfois chez certaines personnes c'est tout ce qui finit par rentrer, et changer aussi chaud-froid, ça peut être plus agréable dans certains cas. Et ça nous permet d'embrayer sur la nutrition dans l'endurance, parce que forcément, vous l'avez compris, on en parle depuis quelques minutes, la nutrition, la bouffe, encore une fois, qu'est-ce qu'on aime ça, et c'est un pilier central. L'alimentation quotidienne, d'abord, il va falloir l'adapter, parce que les glucides, c'est le carburant principal, et en endurance, les besoins en glucides sont très élevés. Et donc, niveau recommandation, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On va dire que pour un entraînement modéré de 1 heure à 1 heure et demie par jour, on va chercher 5 à 7 grammes par kilo. Et ensuite, ça va devenir intéressant pour un entraînement intense d'1 à 3 heures par jour. On va passer sur un 6-10 grammes de glucides par kilo. Et si on est très intense, à savoir au-delà des 4 heures par jour, ce qui est très très correct, on va passer sur un 8-12 grammes par kilo. Avec, en prenant ça dans les pâtes, dans du riz, du pain, les patates douces, les fruits, les flocons d'avoine, tout ce qui est riche en glucides. C'est des chiffres qui peuvent être, pour certaines personnes, hallucinants, mais c'est des chiffres qui parfois sont juste le strict minimum pour d'autres. Voilà pour la partie glucides. Qu'est-ce qu'on a après les glucides ? On a les protes, toujours les protes, pour la reconstruction, pour le maintien. Les coureurs d'endurance ont besoin de protéines, il n'y a pas que les bodybuilders, parce qu'il faut réparer les dommages musculaires, il faut maintenir la masse, parce qu'on a un risque de catabolisme du fait des efforts qui sont très longs, et ça permet surtout d'optimiser la récupération qu'on met souvent trop de côté. Et là, pour les recommandations, on ne va pas être sur de 2,5 comme un body, on va partir sur du 1,2, 1,6, plutôt 1,6 par kilo à minima, clairement. Et encore une fois, les protéines, on les retrouve dans tout ce qui est viande, dans tout ce qui est produits laitiers, dans tout ce qui est pois cassés, légumineuses et autres et tutti quanti. Et si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à écouter les podcasts qu'on a tournés
sur la nutrition. Ok, concernant les lipides. Les lipides, c'est quoi? C'est ce qu'on néglige. On néglige trop les graisses et pourtant, c'est ce qui nous permet de gérer nos hormones, de gérer l'inflammation avec les oméga 3 et d'avoir une source d'énergie relativement dense. Et pour les recommandations, on va partir sur du 1 g, 1,5 g par kilo à peu près. Mais encore une fois, on va surtout privilégier des sources de qualité, de l'huile d'olive, des poissons gras, des avocats, des noix en tout genre, etc. On a parlé des macros et maintenant il est temps qu'on passe aux micronutriments. Tout ce qui est fer, électrolytes et autres. Primo, justement, le fer, il est critique pour le transport de l'oxygène. Et les coureurs, surtout les femmes, sont à risque de carence. Donc, surveillez votre ferritine. Et c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, encore une fois, dans le podcast sur les micronutriments qu'on vous invite à réécouter. Et oui, on fait notre propre comme toujours. Secondo, la vitamine D est souvent déficiente et surtout hors été. Donc, elle est très importante pour l'immunité, pour les non-os et pour les muscles. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite prise de sang, à checker la vitamine D et à vous supplémenter de manière adéquate. Tertio, les électrolytes. Sodium, potassium, magnésium, tout ça, c'est ce qu'on perd dans la sueur. Donc, n'hésitez pas à vous approvisionner en électrolytes pendant vos courses, en rajoutant des petites pastilles dans vos gourdes, avec un petit goût fraise, un petit goût citron pour ceux qui préfèrent. Mais en tout cas, vous verrez sans doute la différence. Et dans tous les cas, c'est nécessaire de se supplémenter, surtout pour les efforts longs. Parce qu'il le faut, le corps évacue beaucoup de choses, donc il faut lui rapporter derrière. Tout ce qui est antioxydant, ça c'est la base. Les fruits, les légumes, 5 fruits et légumes par jour, mangerbouger.fr, tout ça. On le rappelle, on le répète, mais surtout parce que beaucoup de personnes n'en prennent pas compte et ne se rendent pas compte surtout de l'importance que ça va avoir pour combattre le stress oxydatif de l'entraînement qui est très intense. Ça, c'est ce qui concernait la nutrition de votre quotidien. Maintenant, la nutrition péri-entraînement, donc à savoir avant par exemple, 2 à 4 heures avant, on va chercher un repas riche en glucides, modéré en protéines et faible en lipides et en fibres. Donc ça va être des pâtes, du poulet, des légumes cuits et on va aussi chercher à gérer son hydratation. Pour que par la suite, pendant l'effort, donc généralement plus de 90 minutes, on va avoir un apport en glucides de 30 à 90 grammes par heure en fonction de l'intensité et de la durée. Désolé pour l'accent, il est arrivé tout seul. Quand on est sur des efforts inférieurs à 2h30 à peu près, on va être sur un 30-60 grammes par heure. Et quand on est au-delà, forcément, on va partir sur du 60-90. Mais ça nécessite pour certaines personnes un entraînement intestinal. Donc, il faut y aller petit à petit, au fur et à mesure des distances, et au fur et à mesure, vous allez manger de plus en plus de gel, puisque les sources, ça va être les gels énergétiques, les bars, les boissons iso, tout ce qui est fruits secs, pâtes de fruits, les bonbons aussi, tout ça. Le saucisson, les petits saucissons, juste un bridou, ça peut être pas mal aussi pour l'apport en protéines. Ça donne un petit coup de peps. N'oubliez pas vos électrolytes, on en a parlé justement, pour avoir 500 à 1000 mg de sodium par heure. Et l'hydratation, on va chercher un 400 à 800 ml par heure en fonction de la chaleur, de la sudation. Ça reste des fourchettes indicatives à adapter en fonction de chacun. Mais tous ces éléments sont à prendre en compte et à tester pendant vos entraînements, etc. La clé, ça va être d'entraîner votre système digestif, de tester les différents produits à l'entraînement pour trouver ce qui passe et ce qui passe aussi en fonction de la durée de l'entraînement et de l'effort dans lequel vous êtes. Si vous êtes vraiment dans le dur et que vous n'arrivez plus à rien à manger, regardez ce qui peut passer en liquide, ce qui peut passer en pomme-pote, etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on a bien sué, qu'on s'est mis cartouche et qu'on a juste envie de dormir, dans les 2 heures qui suivent l'entraînement, on va avoir également un petit apport en glucides pour reconstituer pour reconstituer le glycogène. Donc on va partir sur du 1 g, 1,2 g par kilo. J'espère que vous prenez encore des notes. Pour les protes, pour la récupération musculaire, on va avoir un apport de 20 à 40 grammes, qui sera très intéressant à prendre pour éviter la dégradation. Réhydratation aussi, où on va aller remettre un peu de flotte dans le corps avec des petits électrolytes pour repartir en basal. Au niveau des stratégies nutritionnelles spécifiques, on peut avoir différents éléments avec le carb loading, donc une surcharge glucidique. Ça dépend de chacun, ça dépend des études, etc., etc. Ça reste des indications, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, on le répète. Certains seront pour, certains seront contre. On est là à titre indicatif, on le rappelle. Donc par exemple, certaines personnes avant un marathon ou un ultra vont avoir une charge glucidique élevée pendant 3 jours. On va partir sur du 8 à 12 grammes par kilo, ce qui est relativement important parce qu'on va chercher à maximiser les réserves de glycogène.
Ensuite, on a le train low, compete height, donc c'est s'entraîner justement, ce qu'on a dit précédemment, parfois en restriction glucidique à jeun pour forcer l'adaptation lipidique. On va compétitionner avec des glucides pleins, ce qui nous permet d'améliorer l'utilisation des graisses, mais c'est à utiliser avec précaution et ça peut compromettre l'intensité, on peut avoir un risque de surentraînement, etc. Donc c'est à faire en connaissance de cause et de préférence avec un coach, ce n'est pas pour les amateurs. Encore une fois, désolé. On a aussi la caféine. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans le podcast sur la caféine et la théine, qu'on vous invite à écouter encore une fois. Elle peut nous permettre d'améliorer l'endurance, puisqu'elle mobilise les graisses et qu'elle réduit surtout la perception qu'on peut avoir de l'effort. Elle nous réduit la perception de la fatigue. Au niveau dosage, on va partir sur un 3 à 6 mg par kilo, 30 à 60 minutes avant, voire même pendant l'effort. Ok ? Mais attention à la déshydratation derrière et aux troubles digestifs que ça peut apporter chez certaines personnes. Voilà pour l'aspect nutrition. Qu'est-ce qui nous reste ? Le mental, on en a parlé parce que dans la fin, quand on est dans le dur et qu'il n'y a plus que les jambes ne tirent plus, qu'on a mal partout, qu'on a 5 ampoules sous chaque orteil, bah ça finit au mental généralement. Et l'endurance et surtout l'ultra, c'est aussi mental, tout autant mental que physique. Alors la gestion de la douleur et de l'inconfort, comment ça se passe ? En ultra, la douleur, elle est juste inévitable. Voilà, pour toute personne qui a essayé, elle le sait, c'est inévitable. Que ce soit les ampoules, les crampes, les nausées, l'épuisement, les douleurs musculaires, la jambe qui n'arrive plus à plier, la crampe qui vous lance dans tout le quadri, bah c'est un bonheur. Oui, on parle en connaissance de cause. Alors qu'est-ce qu'on a comme stratégie ? On a l'acceptation. Et encore une fois, on a fait un podcast dessus, n'hésitez pas à l'écouter. C'était un des premiers podcasts, donc il va falloir scroller un peu pour le retrouver. Et tout simplement, l'acceptation, c'est quoi ? C'est j'aurai mal et c'est normal, mais je peux quand même continuer et je vais continuer. On va voir le principe de dissociation. Donc simplement, penser à autre chose, se concentrer sur l'environnement, parler avec d'autres coureurs ou parler à soi-même s'il n'y a personne autour. Ça vous permet d'être un petit peu ailleurs et de ne plus être focus, de ne pas baliser uniquement sur la douleur. On va voir la stratégie d'association, où on va se concentrer sur ses sensations, sa technique, sa respiration, pour encore une fois essayer d'occulter, de mettre de côté cet aspect douloureux, cette gêne et cet inconfort. On peut aussi fractionner et ne pas penser aux 80 km restants, mais juste arriver au prochain ravito et permettre de fonctionner par étapes. Pas après pas, on avance, etc. Au lieu de voir la totalité de la course qui reste, mais de voir celle-ci comme des étapes différentes qui nous permettent d'avancer. Après, pour certaines personnes, ça va être un mantra. Donc une phrase répétée, un pas après l'autre, comme on a dit précédemment, où je suis fort, ça passera, je suis fort, ça passera, etc. Ça dépend de chacun, ça dépend de votre état d'esprit, etc. À voir avec votre coach, avec vous-même aussi, accessoirement, au passage. Tout ça pour vous permettre de gérer les différentes phases difficiles, parce que vous allez traverser des creux, des moments où vous avez juste l'impression que ça va être fini, que c'est impossible, mais il y a une règle, c'est que ça passe toujours. Et qu'il ne faut jamais prendre de décision d'abandon dans un creux. Mais regardez comment ça se passe dans 1 heure, dans 2 heures, parce que ça remonte, ok ? Simplement, parfois, le fait de manger, d'être au ravito, ça peut réaugmenter. Ok, vous avez une baisse de glycémie, vous vous sentez au bout, et bien juste le fait de bouffer un truc, simple, ça repart, c'est tout simple. Une autre stratégie, ça va être par exemple juste de marcher. Vous êtes cuit, vous êtes au bout, et on prend le temps, on marche temporairement, parce que ça vous permet de vous relancer. De changer quelque chose aussi, de changer de musique, de changer de chaussures, ça peut vous soulager si jamais vous êtes au ravito, et aussi de visualiser l'arrivée, de penser aux gens qui croient en vous, parce que vous êtes là pour vous, et ils sont là pour vous également, ils sont là pour vous encourager. Ok ? Et dans l'aspect mental, il y a aussi un élément qui est très important, et on y arrive. C'est ce pourquoi on s'appelle le Roux Flow, c'est que parfois quand on est sur une course longue, on atteint un état justement de flow où tout semble facile, tout semble fluide, tout semble harmonieux. Les heures passent sans qu'on le voit et c'est complètement magique, on a l'impression de flotter. C'est un état qu'on ne peut pas forcer, mais vous pouvez créer certaines conditions, avec une allure favorable, avec une connexion avec l'environnement, avec un lâcher-prise, parfois une musique ou parfois juste le silence en fonction de vos préférences. Et quand vous êtes dans l'état de flow, vous allez voir que ça roule complètement et c'est un état qu'au final, vous allez chercher à trouver, mais c'est plutôt lui qui vous trouve finalement. Voilà, ça c'était pour la petite réflexion philo. Et ensuite, la motivation profonde, et celle-ci elle est très importante, c'est pourquoi vous courez. Pourquoi vous allez vous infliger 20, 30, 40 heures de run. Pourquoi vous le faites ? Si c'est un défi personnel, si c'est un dépassement de soi, si c'est la connexion avec la nature, le fait de repousser ses limites, si vous êtes en communauté, si c'est pour vous prouver quelque chose à vous-même,
Ben, connaissez votre pourquoi. Et dans les moments difficiles, c'est lui qui va vous porter. Va falloir vous en souvenir, vous rappeler pourquoi vous êtes là, le pourquoi du comment. Si celui-ci est assez fort, et ben, il va tout simplement vous porter jusqu'à la ligne d'arrivée, peu importe le nombre d'ampoules sous les orteils que vous allez avoir. Et une fois que la course est finie, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la récup. Et la récup, qu'est-ce que c'est important? Et la prévention, qu'est-ce que c'est important? Encore une fois, immédiatement après, essayez de boire, d'avoir une nutrition. Alors immédiatement, laissez passer un petit peu de temps, hein, toujours. On va chercher à s'étirer doucement, tout doucement. On va marcher tranquillement. On peut mettre des petites chaussettes de compression parce que ça fait toujours un petit peu du bien, voire même un petit bain froid ou un contraste chaud-froid. En fonction de vos préférences, n'hésitez pas à tester après vos entraînements pour savoir ce qui vous fait du bien. Et surtout, ça vous permet d'avoir une motivation à la fin, quand vous avez fini, d'attendre ce petit bain de chaud, ce petit bain de froid. Voilà, vous savez que vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Et dans les jours qui suivent, eh ben on va pas courir, on va avoir un repos actif léger, on va aller marcher, on va aller faire un petit vélo tranquille, faire un petit plouf dans la piscine, séance de massage, de yoga, peu importe ce que vous voulez. Et vous allez surtout, vous allez taper une grosse sieste, une très très grosse sieste. Et on va manger, on va reconstituer les réserves. Ok, ne reprenez pas l'entraînement intensif trop vite, ça va juste être un risque de blessure. Et justement, en parlant de blessure, la prévention de la surutilisation, elle est très importante parce que les plus fréquentes, ça va être le syndrome de l'essuie-glace. C'est une douleur sur l'extérieur du genou. On va avoir aussi la petite périostite, donc ça c'est devant le tibia, et la petite fasciite plantaire, la tendinopathie d'Achille, le syndrome fémoro-patellaire. Grosso modo, toutes les pathologies qu'on retrouve en course à pied, elles peuvent être fréquentes et surtout elles peuvent se déclencher sur des ultras. Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation du volume qui est quand même relativement important. Si c'est pas bien fait, une augmentation trop rapide de volume pendant les entraînements peut vous amener sur ces pathologies. Parce qu'il y aura un déséquilibre musculaire, parce que vous avez mis de côté les séances de renfort en vous disant ça passe, j'en ai pas besoin. Mais non. Si on les met, c'est pas pour rien. On peut avoir une faiblesse des stabilisateurs, des chaussures qui peuvent être inadaptées aussi, ou une récupération insuffisante, encore une fois. Et très souvent, c'est ce qui arrive. Ok, alors la prévention, ça va être quoi? De suivre son corps, d'avoir une progression qui soit graduelle, qui soit structurée, et de ne pas y aller à la one again. 10% max au niveau du volume par semaine. Ok, et toujours du renforcement léger. Une variété des surfaces, on va alterner le chemin, la piste, etc. Même si vous faites que de la route, ça vous permet d'adapter de travailler des structures que vous n'allez pas travailler quand vous êtes uniquement sur route. Ok, écoutez votre corps, réagir aux signaux qui soient précoces avant que les choses s'installent. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Rookflow. On a différents protocoles de rééduc qui sont également adaptés à la prévention, forcément. Pour les chaussures, on n'en a pas forcément parlé, enfin si, dans un podcast précédent, la différence entre chaussures minimalistes et maximalistes. Mais en tout cas ici, petit aparté, donc pour le trail, on va chercher forcément un bon grip, avec une petite protection devant, parce qu'on tapera toujours des petits cailloux, un drop relativement modéré, mais surtout des chaussures qui vous soient confortables sur des longues distances. Ok ? Pour tout ce qui est route, on va chercher quand même un léger amortissement, des chaussures qui soient légères, mais encore une fois, surtout, quelque chose qui soit confortable. Ok ? Testez plusieurs modèles, trouvez ce qui marche sur vous, mais pensez confort. Ok ? Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Avec l'endurance, c'est génial. Vous voyez, on le dépeint avec de la douleur, on le dépeint avec des ampoules. Franchement, que demander de plus? Non, l'endurance, c'est une qualité qui est extraordinaire et qui transforme à la fois votre corps et votre esprit, et peut-être même plus l'esprit que le corps quand on regarde les ultras. Okay, on a vu surtout que pour performer en endurance, il va falloir une base aérobie solide. Il va falloir un volume important de sorties en endurance fondamentale, 70 à 80% des sorties longues progressives. On va chercher un entraînement polarisé. Beaucoup de facile, un peu de dur, mais on évite le moyennement dur de manière chronique parce que ça ne sert à... Bon, ça va servir un petit peu, mais bon, il y a d'autres manières de performer. Il y a surtout d'autres manières de progresser. Ok ? On va chercher une spécificité au terrain et à la distance. Si on fait du trail, on va chercher à bosser le dénivelé. Ok, si on fait de l'ultra, on va faire des sorties très longues. On va apprendre à gérer sa bouffe, on va apprendre à gérer son estomac, à savoir ce qui nous donne envie de vomir. Oui, parce que c'est le cas, il faut le dire. Et ce qu'on arrive à peu près à conserver dans le bide. Ok, et on va chercher surtout à avoir une nutrition qui soit adaptée. Glucides, protéines, lipides, gérer sa bouffe pendant l'effort. Ok, et aussi développer un mental d'acier. Ok, accepter l'inconfort, gérer les creux, gérer les baisses de motivation.
et fractionner l'objectif pour arriver à l'atteindre. Ok ? Et tout ça en associant une récupération intelligente à la suite de l'ensemble de ces petites performances. Ok ? L'endurance, c'est pas juste courir loin, c'est apprendre à connaître son corps intimement, à gérer l'effort sur la durée, à traverser ces phases difficiles, à persévérer, surtout quand tout semble impossible, et à ne pas baisser les bras, ok ? Parce que derrière, vous avez des paysages magnifiques, vous allez vivre des aventures extraordinaires, vous allez repousser vos limites mentales, vos limites physiques, et vous allez aussi rejoindre une communauté de passionnés, un peu foufou, mais passionnés quand même, ok ? Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, on va prendre la puissance, on va prendre la vitesse, on va les associer et on va voir ensemble un petit podcast sur l'explosivité. Ok ? Amusez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, quelques étoiles pour le podcast, ça fait toujours plaisir. Allez la bise!